Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. J'ai retrouvé hier dans mes fichiers une petite FAQ, petite session de questions-réponses qui a été tournée à la suite de mon TEDx. Je pense que tu as vu, j'espère, mon TEDx sur ma chaîne YouTube. Si tu l'as pas vu, bien sûr, tu peux aller le voir, je te remets le lien. Et donc à la fin du TEDx, en fait, il y avait un public qui était là, bien sûr, et il y a eu une séance de questions-réponses. J'ai retrouvé ça dans mes fichiers et je trouvais ça sympa de le publier. Donc je te mets la vidéo tout de suite. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis à très bientôt. Ciao. Du coup, maintenant, on a un petit temps de questions-réponses, si on veut dire. Du coup, j'ai un micro, je vais passer entre vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et Gabriel se fera une joie de vous répondre. Bien. Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage et le partage avec nous. C'est super motivant, très intéressant. Moi, j'ai une question un petit peu par rapport au recul que vous avez sur toutes ces expériences. Aujourd'hui, c'est votre activité principale, vous en vivez. Voilà un petit peu comment vous êtes développé par rapport à votre projet à la sortie d'école d'ingénieur qui était de créer une start-up. Et puis finalement, il faut être un métier qui certes est un lien, mais qui est aussi différent. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vivez tout ça aujourd'hui ? Oui, bien sûr, merci pour la question. Alors, ce qui caractérise mon parcours entre là où j'en suis maintenant et ma sortie d'école d'ingénieur, c'est mes galères et mes échecs de start-up. C'est mon complément alimentaire sur les cheveux, c'est ma marque de t-shirt, voilà, mon business de vin. Pour répondre à ta question, j'ai beaucoup galéré dans tous ces projets-là. J'ai eu la chance de pouvoir, mais en même temps, la chance, mais moi je le vivais très mal, de vivre au crochet de mes parents pendant ce temps-là. C'est une chance parce que je pouvais entreprendre, mais moi je voulais évidemment être indépendant et vivre de mon activité. Et donc, pour répondre à ton autre question, oui, bien sûr, j'ai la chance d'en vivre aujourd'hui. C'est effectivement mon activité à plein temps. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, évidemment, c'est aussi une sorte de petite revanche sur le destin. J'ai la chance d'en vivre beaucoup plus confortablement que mes camarades d'école qui, pendant des années, me disaient « Allez, Sarah, viens bosser avec nous, tu gagnes pas un rond, c'est dommage. » Voilà. J'espère que ça répond à l'ensemble de ta question. N'hésitez pas. Ah, j'en vois une là, au milieu. Bonjour. Au niveau du fonds d'investissement, vous avez dit que vous aviez donc 120 investisseurs. Et comment ça se passe? Donc en fait, les gens ils vous proposent un projet à vous et après vous en parlez à vos investisseurs, ou c'est directement le mec de la startup qui vient présenter à votre équipe? Alors, merci pour ta question. Les deux, en fait. Dans un premier temps, moi, mon métier, c'est de sourcer, de filtrer les dossiers. Donc, pour te donner une idée, moi, aujourd'hui, je reçois plus de 300 dossiers par mois de startup que j'analyse. Et ensuite, moi, j'ai mes critères d'investissement, les fameux, dont on pourra reparler, qui sont ma grille de lecture et qui, aujourd'hui, m'ont plutôt réussi. Donc, je me tiens à ces critères-là. Et donc, dans un premier temps, je vais filtrer, et je filtre énormément. C'est-à-dire que je vais, sur 300 dossiers par mois, ça fait plusieurs milliers par an, je fais une dizaine d'investissements par an. Donc 99,9% du temps, je vais refuser la proposition d'investissement qu'on va me faire, ce qui est le cas de beaucoup de fonds d'investissement, bien sûr. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Moi, mon job, c'est d'apporter des opportunités que moi, je trouve pertinentes. Ensuite, je les apporte à ma communauté. Et à ce moment-là, effectivement, j'organise, en l'occurrence, un webinaire où le fondateur vient présenter à tout le monde son projet pour que chacun puisse se décider d'investir ou pas. Donc, chacun va décider d'investir ou de ne pas investir sur chaque deal. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Ouais. Super. Il y en a une là, je crois. Alors ma question, si vous avez investi donc 225 000 € sur une seule start-up, ça représente presque un quart de votre investissement total sur l'année. Si jamais cette start-up se plante, comment est-ce que vous pouvez vous relever avec un tel montant investi sur une seule start-up? Ouais, c'est une très bonne question, merci. Alors effectivement, ça peut paraître, on se dit waouh, 225 000 d'un coup, qu'est-ce qui se passe si ça va à zéro, etc. Alors oui, tu as tout à fait raison, donc il y a plusieurs choses importantes pour te répondre. Premièrement, l'investissement dans les startups, il est très particulier parce qu'il est extrêmement risqué. Et donc les gens qui sont dans mon club et qui investissent avec moi font ça en âme et conscience, ils le savent, et je leur répète continuellement, c'est de l'argent dont ils n'ont pas besoin, et c'est de l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Il faut déjà bien comprendre ça, et ils sont tout à fait à l'aise avec le fait que si la boîte se plante, c'est une réalité, ça arrive, ils perdent leur investissement. Bien sûr, l'idée c'est qu'en le faisant avec, au lieu de eux le faire tout seul, en le faisant avec moi, moi je vais leur sélectionner des boîtes qui sont a priori meilleures. C'est ce que j'ai eu la chance de démontrer et de vivre par le passé, mais ça ne veut pas dire que je suis infaillible, et évidemment il y aura des boîtes qui se plantent. Donc premièrement, ils sont à l'aise avec ça.
Et par ailleurs, le montant important n'est pas dû au fait que chacun ait investi d'un coup beaucoup plus, c'est plutôt dû au fait que ma communauté a grossi très très vite et qu'on est maintenant très nombreux. Et donc, c'est des gens qui investissent, je vais te donner un exemple très concret, en général 2 000 € chacun par projet, mais par personne. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas accessible à des gens peut-être qui viennent de sortir d'école, etc. Mais il y a toute une tranche de la population, des CSP+, qui ont des salaires confortables et qui peuvent se permettre d'investir 2 000 € de potentiellement les perdre. Encore une fois, ils le font en leur âme et conscience, mais ils n'ont pas investi plus, ils ont investi les 2 000 € d'habitude, simplement on est plus que d'habitude. Donc, eux, ils sont prêts à perdre les 2 000 €. Si ça arrive, ce sera évidemment malheureux, c'est pas ce qu'on essaye de faire, mais on n'aura pas de souci pour se relever, si tu veux, parce qu'entre-temps, on continue d'investir sur d'autres startups, et on est conscient que certaines cartonneront et certaines, malheureusement, seront perdantes. On essaie de diminuer ce nombre de perdantes et d'augmenter celles qui gagnent, et quand on gagne, on peut potentiellement aussi gagner beaucoup plus. C'est ça qui est intéressant avec l'investissement, c'est ce qu'on appelle une opportunité asymétrique. Quand tu investis 2 000 €, tu peux perdre que 2 000, tu peux pas perdre plus, tu peux pas perdre 5 000, 10 000. Par contre, tu peux gagner, c'est quasiment illimité. Ce que tu peux gagner, c'est que si la boîte devient une licorne géante, machin, tu peux gagner des dizaines, centaines de milliers d'euros, je sais pas, des millions. C'est des cas bien sûr rares à isoler, mais c'est en théorie possible, mathématiquement possible. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Non, il y a une follow-up question, vas-y. Ah non, il y en a d'autres. Allez-y, je vous laisse modérer dans la salle. L'autre question, c'est en investissant dans l'entreprise, vous devenez donc actionnaire de l'entreprise, et quels sont vos rapports du point de vue de l'entreprise, sachant que si l'entreprise fonctionne parfaitement, je suppose qu'il n'y a aucun problème avec l'entrepreneur. S'il y a par exemple une entreprise qui commence à diminuer ou sur la pente douce, dans ce cas-là, comment est-ce que vous gérez vos relations avec les entrepreneurs? Alors ouais, c'est une très bonne question aussi. On gère des relations en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire, donc on gère comme on peut. On essaie bien sûr d'avoir des bonnes relations et effectivement on essaie de les accompagner. Alors ce qui est très intéressant, c'est que moi j'essaie de les accompagner, de les aider avec ce que j'ai vécu et en fait en échouant beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'ai appris tout ce qu'il fallait pas faire et parfois je vais pas faire la même chose et je leur dis non, je sais que tu vas te planter, c'est ce que j'ai vécu, voilà. Et puis ce qui est hyper intéressant maintenant, c'est que maintenant qu'on a une très grande communauté, enfin 120 personnes notamment dans le club, et qui est en très très forte augmentation, on sera à peu près 500 en fin 2020, je peux mettre à disposition d'autres talents, d'autres personnes, d'autres expériences à l'entrepreneur, aux entrepreneurs, pour les aider, pour les accompagner. Je te donne un exemple très concret. On faisait un webinaire, dont je parlais tout à l'heure, avec un fondateur qui disait voilà, pour nous, l'année 2020, ce qui va être clé, c'est le recrutement de ce poste-là. Il y a quelqu'un dans mon club qui est lui aussi entrepreneur, qui a sa boîte, et qui est tout de suite intervenu en disant bah attends, tu sais quoi, moi il m'est arrivé la même chose, j'ai recruté sur le même poste, je me suis planté, j'ai perdu 6 mois, j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros, donc on se prend un café la semaine prochaine et je t'explique tout, et je vais te dire comment recruter le bon poste. Donc voilà le genre d'accompagnement qu'on propose. J'espère que ça répond à ta question. Ok. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour votre présentation. C'était assez motivant et assez inspirant. Merci beaucoup. Et par la suite, j'aimerais savoir les critères sur lesquels vous êtes basé pour choisir d'investir dans ces startups et pas des autres. Parce qu'au départ, vous savez que c'est très difficile de faire ce choix. Déjà, il y a plusieurs plateformes de crowdfunding qui se développent jour après l'autre. Et j'aimerais vraiment savoir vraiment les critères sur lesquels vous êtes basé dès le départ. Ouais, avec plaisir. Alors, c'est l'instant pub. Si tu veux vraiment connaître mes critères d'investissement, je t'invite à lire mon bouquin. Je vous en parle pendant plus de 100 pages. Mais à part ça, je vais quand même te répondre. Mes critères d'investissement, alors ce qui est assez marrant avec mes critères d'investissement, c'est que je ne les ai pas inventés, je n'ai pas inventé un truc nouveau, révolutionnaire, mais je suis le seul à les utiliser, en tout cas la combinaison de tous ces critères-là. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer, mais je vais te donner quelques éléments de réponse. Un élément caractéristique, par exemple. 2 éléments caractéristiques. Premièrement, j'investis que sur des boîtes digitales. J'investis pas, jamais, peut-être que je serai amené à le faire un jour, mais aujourd'hui je ne l'ai jamais fait sur des boîtes qui créent des produits physiques. Alors on peut se dire, bah, c'est con, on a tous un iPhone dans la poche, il gagne plein d'argent, oui. Mais en fait, statistiquement, une boîte qui fait un produit physique, bah, elle aura toujours plus de coûts qu'une boîte qui fait un software. Je te donne un exemple pour illustrer ça. Quand Apple vend son 1 millionième iPhone, eh ben, il a besoin de créer un 1 millionième iPhone avec des matières premières, des gens dans les usines, c'est souvent en Chine d'ailleurs, qui les assemblent, des salariés, etc. etc. Et il faut produire systématiquement ce que tu vends. Maintenant, à contrario, c'est pareil avec McDonald's, quand ils vendent un burger, il faut préparer le burger. Tu prends l'exemple de Uber, et ben, quand Uber vend sa 1 millionième course, et ben, c'est la même appli qui a été développée une fois, et ils n'ont pas les mêmes coûts au moment, ils n'ont pas les mêmes coûts de production. Donc ça, c'est un de mes critères d'investissement, des boîtes dans le digital. Alors, c'est complètement subjectif et à moi et ouvert au débat, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, et c'est pas grave. Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'investir dans les startups, c'est investir sur une équipe et une idée, un peu au hasard, un peu la loterie.
Et moi, j'investis sur des boîtes qui ont déjà démontré d'une façon ou d'une autre une certaine traction. Et donc, ce qu'on appelle la traction, c'est une appétence du marché pour la solution qui gagne déjà un petit peu d'argent. Et donc, on a quand même un petit peu plus de visibilité parce qu'il y a plein d'idées saugrenues ou pas d'ailleurs, qui sont parfois des très bonnes idées mais qui ne rencontrent pas leur marché. Parfois, l'idée est très bonne, mais le marché n'est pas prêt. Il y a plein de raisons. J'espère que ça répond à ta question. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais savoir quel était votre business model face à votre communauté. Ouais. Alors là, on rentre dans le technico-technique. Mon business model, il est très intéressant. En fait, très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est marrant. C'est pas moi qui l'ai inventé du tout. C'est pour ça que je peux me permettre de dire que c'est très intéressant. C'est le même business model que les fonds d'investissement. Et il fonctionne sur la performance. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui investissent sur des deals que je vais leur proposer. C'est moi qui les ai trouvés, sélectionnés. Et sans moi, entre guillemets, ils n'auraient pas pu investir dans ces boîtes-là. Et donc, les fonds d'investissement appliquent une commission à la sortie sur les gains. C'est-à-dire que prenons un exemple, si tu investis de l'argent chez moi, c'est pas une proposition, mais si tu investis de l'argent chez moi, eh bien, si tu ne gagnes pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. Et si tu gagnes de l'argent, sur l'argent que je t'ai fait gagner, sur l'argent en plus que tu as gagné grâce à moi, j'ai une commission. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite pour te dire que c'est très intéressant parce que ça permet d'aligner les intérêts. C'est-à-dire que moi, mon intérêt, c'est de faire gagner à mes membres le plus d'argent possible. Plus ils gagnent de l'argent, plus je gagne de l'argent. Et s'ils gagnent pas d'argent, je gagne pas d'argent. Donc on est vraiment alignés, on est dans le même bateau. C'est ça qui est sympa. Pas comme ton banquier qui prend une commission que tu gagnes, que tu perds. Voilà. Petite parenthèse sur les banques. Pardon. J'étais obligé. Plus personne n'a de questions? Si. Il y a une autre question qui m'est venue, comme vous parliez des banques. Est-ce que vous travaillez qu'avec les particuliers ou vous faites aussi, vous pouvez agrandir votre communauté par exemple aux banques en leur proposant un service d'investissement d'argent dans les startups? Oui, alors c'est une très très bonne question parce qu'en fait, les banques d'une part ne m'ont pas attendu. C'est-à-dire que pour le coup, il y a des fonds d'investissement extrêmement gros institutionnels qui investissent dans les startups et qui travaillent avec les banques. Et en fait, la réponse à ta question, c'est qu'a priori, j'ai plutôt, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et j'ai plutôt envie de faire grossir effectivement ce pool d'investissement et donc pourquoi pas un jour faire rentrer les banques. Aujourd'hui, je veux vraiment m'adresser aux particuliers parce qu'en fait, il y a une sorte d'ubérisation d'investissement que j'arrive à faire, c'est-à-dire que je rends des investissements accessibles à tous qui ne l'étaient pas au départ. Et encore une fois, c'est là où moi je suis parti. C'est parti d'un vrai besoin. C'est-à-dire que moi je voyais ces deals qui étaient faits par les banquiers et par les grands fonds d'investissement et auxquels moi je n'avais pas accès. Et donc mon club, mon histoire, ça a été de créer ça. Donc aujourd'hui, j'ai la chance que ça intéresse plein de gens, donc j'ai pas besoin, si tu veux, des banques pour me développer. Je me développe très bien avec les particuliers. On est 120 sur 65 millions de Français. Bon, tout le monde n'est pas fait pour investir là-dedans, évidemment, mais il y a de la marge de progression. Donc voilà, j'ai vraiment une volonté aujourd'hui d'offrir ça aux particuliers et d'ubériser, alors c'est un gros mot ubériser, mais en tout cas d'offrir au plus grand nombre de particuliers l'opportunité d'investir dans des boîtes hyper prometteuses en France et dans la Silicon Valley. Bonjour. D'abord, merci pour votre présentation, j'ai beaucoup apprécié. J'ai une question sur vos 120 membres du club. Est-ce que vous avez des statistiques sur... est-ce qu'eux, ils arrivent à rentrer dans leurs frais et ils arrivent à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Termine à rentrer dans leurs frais et quoi ? À rentrer dans leurs frais et à faire du profit. Ou au contraire, si il y a plutôt quand même une majorité des membres qui perdent de l'argent en fait sur un an ou... Alors ça c'est une très bonne question, je te remercie et je te précise qu'on me la pose à peu près tous les jours de ma vie, donc il n'y a pas de souci. Je suis à peu près habitué et immunisé à ça. C'est une bonne question et c'est une question compliquée pour moi, pour la simple et bonne raison que les startups c'est de l'investissement sur le long terme. Moi mon club existe depuis 2 ans et je vois que même en 2017-2018 les investissements étaient quand même tout petits et on n'en a pas fait beaucoup. Et donc la moyenne dans le monde quand on parle de startup, on dit que les investisseurs ils récupèrent leur argent entre 5 et 7 ans. Donc tu vois qu'il est trop tôt. Pour répondre à ta question, et donc sur 1 an, tu es forcément en négatif dans le sens où tu vas investir de l'argent et que tu ne vas pas en recevoir. Maintenant, l'argent investi,
il n'est pas perdu. Donc tu es en négatif sur ton compte en banque, mais l'argent il est investi, au contraire, il continue à grossir avec la startup. En tout cas, on espère. Effectivement, je suis aujourd'hui dans une situation où j'ai pas énormément de chiffres précis en disant bah, ils ont investi tant, ils ont gagné tant. Et c'est évidemment pour moi, du coup, forcément, plus dur de développer mon business, parce qu'il y a plein de gens qui disent bah attends, montre-nous les résultats, c'est évident. Moi, si j'ai réussi à faire ça, c'est qu'à titre perso, j'avais commencé à investir avant, en 2013, ce que je vous ai raconté, et que j'ai eu des très très bons résultats. Il y en a d'autres, je ne vais pas raconter toutes, mais voilà, il y a une boîte dans laquelle j'ai investi qui s'est fait racheter par McDonald's récemment, une histoire un peu sympa. Et c'est un peu là-dessus, en jouant là-dessus, que j'ai dit bah, attendez, je sais faire, et maintenant venez le faire avec moi. Donc effectivement, mon métier sera beaucoup plus facile, enfin convaincre des gens sera beaucoup plus facile quand j'aurai eu plus de chiffres. Après, voilà, j'ai pas spécialement de problème pour faire grossir ma communauté telle qu'elle. Et j'espère avoir répondu à ta question sur les chiffres. C'est sur une année précise, tu vas que, enfin, si tu es dans le club en 1 an, tu vas que investir et il n'y a quasiment aucune chance qu'en 12 mois, tu revois de l'argent que tu viens d'investir, parce que c'est plus long que ça. D'accord. Merci. Ça va aussi un petit peu à l'encontre de tous ces youtubeurs qui te disent que tu vas gagner de l'argent en 10 secondes sur le Bitcoin. C'est un peu des mythes. Les vrais investisseurs, les gens qui réussissent dans la vie et dans l'investissement, c'est plutôt sur le temps long. Tu vois, des gars comme Warren Buffett, ils ont mis 30 ans. Ça se fait pas comme ça. Il n'y a pas de secret. Bon, voilà. Oui, ici. En fait, je voulais vous demander, puisque votre boîte elle est aussi basée sur conseiller les membres vos 120 participants de votre club, vous apportez votre expérience sur comment investir, j'imagine. Est-ce que ça vous arrive de conseiller de miser plus ou de miser moins? Par exemple, est-ce que quelqu'un arrive et vous dit ouais, j'aimerais miser 3 euros, est-ce que ça vous arrive de lui dire non, enfin mise plus, ou est-ce que à l'inverse ça vous arrive de dire là peut-être que c'est gros, mise mais mise pas autant? Non, alors c'est une super question. En fait, moi je ne fais pas de conseil en investissement. Alors le conseil en investissement, c'est un métier qui est réglementé par l'AMF. Il faut être conseiller en investissement financier pour le faire. C'est un statut que j'ai eu à une époque et puis c'était en fait compliqué, administratif, machin, et que j'ai préféré ne pas avoir parce que moi je ne donne pas de conseils. Je n'ai pas besoin de donner des conseils. Donc je ne conseille rien à personne. Je propose des opportunités d'investissement. Et alors, c'est une question qu'on me pose souvent, que souvent mes membres me posent, me disent mais celui-là, comment tu le sens par rapport au dernier? Est-ce qu'il faut mettre plus? Est-ce qu'il faut mettre moins? En fait, j'ai un deal avec les membres de mon club, un pacte. C'est qu'à chaque fois que je propose un investissement, c'est un investissement à chaque fois pour moi qui est de la bombe atomique. Et avant de proposer l'investissement au club, je commence toujours par investir mon argent perso. C'est toujours la limite, enfin c'est ça qui me permet de décider. S'il y a des investissements où je me dis c'est pas mal, mais moi je n'investirai pas, évidemment je ne vais pas le proposer. A l'inverse, quand je dis waouh, c'est génial, moi je vais investir, je veux rentrer tout de suite, là je vais proposer aux gens de rentrer. Donc à chaque fois que je fais un deal, c'est un deal sur lequel je suis hyper positif et sur lequel j'ai envie de mettre le paquet. Alors c'est pas facile du coup, et moi évidemment c'est mon métier, donc je m'interroge beaucoup sur effectivement comment sélectionner les deals, et je m'inspire beaucoup de Peter Thiel. Peter Thiel c'est le fondateur de PayPal, et c'est le premier mec qui a investi dans Facebook. Donc, un peu malin de sa part, il a gagné plus d'argent avec Facebook qu'avec PayPal, alors qu'il n'a pas bossé pour Facebook, enfin bref. Donc un mec qui est devenu milliardaire grâce à Mark Zuckerberg. Donc il a quand même eu du flair. Il a écrit un bouquin que si vous intéressez à l'investissement, je vous le conseille, qui s'appelle Zero to One, assez connu. Et dans Zero to One, il dit si vous êtes sûr à 99% que la boîte est géniale et que vous voulez investir, eh ben vous n'investissez pas. Vous devez investir que si vous êtes sûr à 100%. Et c'est un peu ce que j'essaye d'appliquer. Donc voilà, pour répondre à ta question, je ne conseille pas de faire plus ou moins. À chaque deal, je dis c'est génialissime et j'y vais à fond. Et après, chacun investit comme il veut. Voilà. Merci. J'aimerais savoir quand vous choisissez, quand vous choisissez des startups pour proposer aux membres de votre club, ouais. Est-ce que vous prenez en compte l'idée, à quel point votre intérêt pour ce que fait la startup entre en ligne de compte en considération? C'est-à-dire vraiment ce que propose la startup par rapport à est-ce qu'elle est solide dans comment elle compte le faire, etc. Est-ce que ta question c'est est-ce que j'investis que dans des trucs que moi j'aime? C'est un peu l'idée. Oui et non. Pas forcément. J'investis dans des trucs. Forcément, si tu veux, il faut que je croie au projet. Il faut que ça me parle. Après, j'essaie de réfléchir à des exemples en même temps. Oui, je peux te donner un exemple. On a investi dans une boîte française qui cartonne, qui s'appelle Foodvisor, et que moi j'utilise pas. Foodvisor, c'est une appli qui permet de scanner ta nourriture et ça va reconnaître automatiquement les aliments qu'il y a dans ton assiette, la quantité et du coup les calories.
C'est assez sympa parce qu'il y a plein d'applis qui disent mais tu dois rentrer à la main et du coup les gens ne le font pas. Là tu scannes et les mecs ont développé une intelligence artificielle, c'est les seuls au monde à savoir faire ça. Et en fait ils ont deux catégories de gens qui utilisent ça, c'est les femmes qui veulent perdre du poids, c'est ce qu'ils m'ont dit, j'en sais, voilà, les catégories c'est les femmes qui veulent perdre du poids et les sportifs qui veulent prendre de la masse. Donc tu vois que voilà. Donc moi si tu veux j'utilise pas cette appli. Pour autant je trouve que l'idée est géniale, ils ont vraiment rencontré leur marché et ça cartonne, voilà. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Mais après, je reçois des dossiers dans plein de trucs qui sont pas. Mais oui, j'ai des dossiers qui font des je sais pas, des crèmes pour les femmes. Bon, c'est des produits, donc c'est pas. Mais donc, voilà, ça peut être ciblé à. Même si je suis pas la cible, ça peut ouais, bien sûr, ça peut m'intéresser. Donc, il faut que j'y croie, il faut que ça me parle, il faut que je comprenne. C'est important, hein. Des trucs trop compliqués qu'on comprend pas, ça arrive. Enfin, bien sûr, mais c'est pas limité à ma vie quotidienne, ce que seulement moi j'utilise. Ça répond à ta question? Oui, non, on ne saura jamais. C'est pas grave. Bonjour. J'aimerais savoir quelle est votre stratégie pour la suite. Est-ce que vous comptez étoffer vos critères de sélection, d'investissement dans les startups, agrandir la taille de votre club? C'est quoi la suite? Alors, ouais, c'est une bonne question. Alors, étoffer mes critères, surtout pas. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent et me demandent, et probablement avec un peu de méfiance, surtout les membres de mon club, est-ce qu'en grossissant, je ne vais pas me mettre à investir n'importe où? C'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Donc au contraire, j'ai la chance, plus je grossis, plus j'ai de la visibilité sur la scène startup en France et dans la Silicon Valley, plus je reçois de dossiers, et donc plus je peux être sélectif sur vraiment des top dossiers. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt le niveau monte encore, ce qui est génial, je suis hyper content. L'avenir pour moi, c'est de faire effectivement grossir le club pour avoir accès à des meilleurs deals. Comme je le disais tout à l'heure, on est 120, et mon objectif, ce que je projette, c'est que fin 2020, donc dans un an, on sera à peu près 500. Donc il y a une grosse croissance à gérer pour moi déjà. Passer de 20 à 120, ça m'a fait un choc, hein, quand même, c'est pas facile à gérer. Et puis après, mon vrai focus en ce moment, c'est vraiment de renforcer ma présence dans la Silicon Valley. Évidemment, hein, quand on dit start-up et Silicon Valley, ça va avec. Donc il y a des très bonnes boîtes en France, on continue d'investir en France, mais la Silicon Valley, c'est la Silicon Valley, quoi. Pour les startups, il n'y a pas mieux. Et c'est pas évident, ils ont beaucoup d'argent dans la Silicon Valley, donc il faut leur dire, bah, moi je vais t'amener de l'argent français, c'est pas évident de se faire sa place. Donc j'y arrive, hein, cette année, on a fait sur 9 deals qu'on a fait cette année, on en a fait 5 dans la Silicon Valley, donc on est à plus de la moitié. L'année prochaine, je pense que ce sera à peu près 10 deals dans la Silicon Valley et 5 en France. Voilà, mes prochaines étapes, c'est ça. Et plus on grossit dans le club, plus on peut investir des montants élevés, plus on peut accéder à des deals premium, privés, à des super boîtes en très forte croissance. Voilà. On a une dernière question. Il y a 2 questions. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport, tu en as un peu parlé, c'est tous les combien de temps à peu près il y a des exits en moyenne de temps. Et la deuxième question c'était quand on propose justement un exit, est-ce que c'est en accord avec tous les membres qui ont investi dans les startups? Alors, ça c'est le genre de question, je te remercie, qu'on me pose aussi à peu près tous les jours, c'est je mets de l'argent, quand est-ce que je vais le revoir? La réponse c'est on ne sait pas. Donc pareil, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Donc tous les combien il y a un exit, la moyenne globale de tous c'est 5 à 7 ans. Je connais quelqu'un qui vient de faire un exit après 32 ans. Moi j'ai fait un exit en 3 mois, j'ai investi en juin de cette année, et en septembre la boîte se faisait racheter. Donc il n'y a pas de règle. Voilà, ce qu'il faut bien se dire, et on en parlait tout à l'heure, c'est que quand tu investis de l'argent dans une boîte, c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin. Forcément, il faut que ce soit l'argent dont tu n'as pas besoin parce que tu ne sais pas quand tu vas pouvoir le récupérer. Et donc il ne faut pas te dire dans un an j'en ai besoin, je le récupère, tu ne pourras pas. C'est pour répondre à ta première question, donc on ne sait pas du tout. Pour répondre à ta deuxième question, c'était quoi? J'ai oublié. Pourtant j'avais une réponse précise, et ça fait trop de questions. C'était par rapport justement s'il y a en accord avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dès que tu avais le micro, excuse-moi, merci. Merci d'avoir tenté de répondre, on y est. En fait, alors bon, c'est un peu technique, mais pour te répondre très rapidement, il y a beaucoup de cas où en fait on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle un pacte d'actionnaires qui va des contrats de comment fonctionnent les relations entre les actionnaires. Et il y a une clause qui est quasi systématique qui s'appelle le drag along et le tag along qui font que quand il y a plus de 51% de la boîte qui est vendue, tu es obligé de vendre. La plupart du temps, tu n'as pas le choix et tu vends. On t'oblige à gagner de l'argent, c'est pas très grave. Il y a quelques cas où effectivement tu as le choix, et là effectivement ça se passe à la majorité. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on représente un pool au sein de mon club et on va voter à la majorité à 51%. Moi en général, je vais exprimer une recommandation, et après c'est les 51% qui décident de la réponse qu'on va apporter. Voilà.
c'est des cas rares. Pardon, vas-y. Non, pas de souci. On a une petite dernière question. Oui, bonjour. Merci avant tout pour la présentation. Une question qu'on doit vous poser un peu souvent aussi, c'est pourquoi votre startup, enfin votre fonds d'investissement et pas un autre? Ouais, non, on me la pose jamais parce que, alors, comme il y a pas mal de réponses. Déjà, aujourd'hui, si tu veux investir dans un fonds d'investissement classique, on va te demander 100 000 € comme ticket d'entrée. Donc voilà, déjà, c'est assez. Moi, c'est 2. Donc, et un petit. Et ensuite, oui, je t'invite, très important, à aller voir les boîtes dans lesquelles j'ai investi et les exits que j'ai fait sur mon site ou mon LinkedIn. Et ça donnera une idée de ce que j'ai fait. Et en fait, voilà, c'est la seule réponse que je peux apporter. Mais je suis un des seuls, l'élément principal, c'est que je suis un des seuls à faire ça, à proposer à des particuliers avec 2 000 € d'investir dans les boîtes dans la Silicon Valley. Donc, plutôt qu'un autre, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Position plutôt agréable pour moi, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Gabriel. Du coup, on va faire une petite pause. On va sortir au centre-ville. Il y a un petit buffet qui vous attend. Et on revient dans 15 minutes environ.